Nous sommes en compagnie de notre premier invité, Georges Bensoussan. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes historien, vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Les origines du conflit israélo-arabe. Nous allons évoquer avec vous les actes et les paroles antisémites qui explosent et quel sursaut. Nous analyserons également les discours cette semaine, très importants à la fois d'Erdogan et de Nasrallah à la tête du Hezbollah. Et puis on évoquera également ce qui est en cours à Gaza, comment le qualifier. Pour vous interroger, Georges Bensoussan, je suis à côté entouré de mes camarades. Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et bien sûr Mathieu Bock-Côté, bonjour Mathieu. Bonjour. À Lyon, une femme a été agressée au couteau. Une croix gammée avait été gravée sur sa porte. L'assaillant est toujours en fuite. L'enquête ne fait que débuter. On va rester prudent au stade actuel. Il y a eu énormément de réactions, Georges Bensoussan, depuis cette agression. Si le mobile antisémite était avéré, vers quoi serions-nous en train de basculer? Dans le journal de dimanche de ce jour, Alain Finkielkraut affirme et dénonce une mondialisation de la haine. Alors si mondialisation de la haine il y a, ça correspond à un islamisme mondialisé. On l'a souvent dit dans la lignée des travaux de Pierre-André Taguieff. Mais on assiste en France à un enquistement de cet antisémitisme qu'on a dénoncé il y a déjà une trentaine d'années, il y a 20 ans, avec un certain nombre de livres. Et c'est quelque chose qui devient carrément une donnée structurelle de la société française. L'antisémitisme, aujourd'hui, est partout. Il est porté essentiellement par certaines populations, mais pas uniquement. Il réveille le vieil antisémitisme français d'extrême droite. Vous voyez par exemple ce qui s'est passé avec les Magen David au Pochoir. Probablement que ça vient de la vieille extrême droite française, ce type de manifestation. Donc on est en présence aujourd'hui d'un rétrécissement de l'existence juive en France, troisième communauté juive après Israël et les États-Unis, et de ce qu'on peut appeler une maranisation de l'existence juive, c'est-à-dire une existence juive qui sera obligée de se faire de plus en plus discrète. Vous voyez qu'on en arrive au point où la mezouza, ce signe religieux distinctif, est retiré du chambranle des portes, au point que des familles juives qui commandent des repas changent de nom. On en arrive à une invisibilisation de la société juive. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie non seulement que les juifs sont en danger, effectivement, en France à terme, mais ça signifie aussi que la société française est profondément fracturée. Et qu'à terme, demain, c'est toute une partie de la société française qui sera en danger. C'est-à-dire que ce qui, aujourd'hui, menace les juifs, menace profondément la France. Est-ce qu'on le réalise suffisamment, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que demain, ce sera toute la communauté, tous les parce qu'on a tendance en général à ne pas prendre au sérieux les discours qui appellent au meurtre et à la haine. C'est le propre, vous savez, de toutes les situations catastrophiques. Elles sont toujours annoncées par des discours qui sont des discours incendiaires. On ne les a jamais pris au sérieux. Alors, je ne veux pas ici parler de situations génocidaires, mais je veux parler de situations historiques comme celle du Rwanda. Regardez au Rwanda. Le discours des Hutus de la radio Mille Collines a annoncé le génocide. Regardez ce qui s'est passé dans le discours turc vis-à-vis des Arméniens dans les années 1890-1910. Il annonçait le génocide des Arméniens. Tout est annoncé quand on sait lire. Quand vous lisez, par exemple, sous la plume d'une femme comme Ouria Boutelja, que, je cite cette phrase, « On ne peut pas être israélien innocemment ». Elle prononce cette phrase en 2016. Aucune poursuite judiciaire. Qu'est-ce que ça signifie en clair? Ça signifie que vous pouvez abattre demain un Israélien. En clair. Et il n'y a eu aucune réaction. De la même façon, quand on dit qu'il y a à Gaza un génocide, et ça signifie non seulement qu'on est dans une confusion totale des mots, mais ça signifie que Yankelevitch, il y a 50 ans, avait dit juste quand il dit qu'est-ce que c'est que l'antisionisme? C'est la possibilité d'être antisémite démocratiquement. Et il ajoutait ceci, extraordinaire, parce que Yankelevitch avait de l'humour. Et si les Juifs étaient eux-mêmes des nazis, ce serait merveilleux. Fin de citation, 1971. Mais justement, est-ce que nous disons ça? Alors, vous avez probablement pris connaissance de la polémique autour de France Inter, où Benjamin Netanyahou a été qualifié par un humoriste de la place de nazi sans prépuce. Vous avez probablement entendu parler dans une rame de métro, ces jeunes qui disent on est nazi, on est fiers, avec des propos très, très antisémites en référence à la Palestine. Pour vous, il y a une forme de continuum, tout ça participe au même moment, au même mouvement? Ça participe à ce qu'on peut appeler un antisémitisme d'atmosphère qui représente le courant dominant d'une époque et qui représente massivement le conformisme d'une époque. Vous savez à quoi me fait penser cette époque? À la pièce de Ionesco Rhinocéros. Ça me fait penser aussi, qui n'est pas très connu du grand public, mais à la peste de Camus. Vous voyez comment ça s'insinue? La peste totalitaire, car il s'agit d'une idéologie totalitaire, d'un conformisme de masse qui fait qu'un discours moutonnier va progressivement vers l'acceptation du meurtre. On est dans ce type de situation. Est-ce qu'il y a un effet de génération dans cet antisémitisme de la part des générations plus jeunes qui n'ont peut-être pas la même mémoire de la Shoah?
Est-ce que vous sentez cette force d'antisémitisme plus grand chez ces générations? Vous avez raison de poser la question générationnelle, parce que je ne pense pas que les générations plus anciennes aient la mémoire de la Shoah, parce que vous savez, les gens qui ont la mémoire de la Shoah ont aujourd'hui 90 ans. Ouais. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, tous sont passés par l'école. Et d'ailleurs, les jeunes générations sont bien davantage passées par l'école que les générations qui ont aujourd'hui 50 ou 60 ans. Je veux dire par là qu'elles ont eu un enseignement de la Shoah que les gens de 60-70 ans n'ont pas eu à l'époque au lycée. Bon. Qu'est-ce que ça signifie simplement? Vous le voyez avec les universités américaines, ça signifie que généralement la jeunesse, c'est par excellence l'âge du conformisme, c'est l'âge du totalitarisme, parce que le conformisme mène toujours au totalitarisme, c'est d'une certaine façon l'âge de la stupidité, je suis désolé de le dire, mais c'est tout de même l'âge le plus bête de la vie. C'est de l'inculture crasse. On va écouter d'ailleurs Georges Bensoussan ces chants. Et vous allez nous le dire, parce qu'il y a le ricanement, il y a un ricanement, et puis la haine antisémite, et vous l'avez dit aussi, est associée, en tous les cas, à une haine de l'Occident plus largement. Est-ce que pour vous, c'est la haine? Est-ce que c'est de l'inculture? Est-ce qu'il y a une fracture générationnelle? Écoutons ces mots. Nique les Juifs et nique la merde! Nique les Juifs et nique la merde! Vive la Palestine, ouais ouais! Vive la Palestine, ouais ouais! Nique les Juifs et les grands-mères! Nique les Juifs et les grands-mères! On est des nazis, on est fiers! Pardon d'infliger ça à nos téléspectateurs et auditeurs, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé. Alors, antisémitisme et haine de l'Occident, d'atmosphère ou inculture crasse? Mais c'est les deux. Ça ne s'oppose pas, c'est pas antinomique. Cet antisémitisme, il est étroitement lié à la haine de la France. Il est étroitement lié à la haine de l'Occident et à tout ce que représente le monde occidental. Bon. Et il s'appuie effectivement sur une inculture profonde. Pour autant, ça ne signifie pas que des gens cultivés soient à l'abri de ce type de manifestations, et anti-juives et anti-occidentales. Nous sommes en présence d'une offensive générale contre ce que représente le monde occidental, ses valeurs, sa raison, ses lumières. Tout ce qui a fait la force de notre héritage est aujourd'hui agressé, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Israël, dans d'autres théâtres d'opération, et à l'intérieur d'une société française qui, je l'ai dit, est, je ne dirais pas au bord du gouffre, n'exagérons pas, mais en tous les cas, dans une société très fracturée. Les émeutes de juin dernier l'ont montré. Tout montre que ces émeutes peuvent recommencer demain. Et ces émeutes sont caractérisées par une haine farouche de ce que représente l'héritage français. Elles peuvent recommencer demain, ces émeutes, à l'aune de ce qui est en train de se passer là? Ça peut être à l'aune de ce qui... Absolument, ça peut être le déclencheur. Ce qui peut être le déclencheur de façon plus réaliste, c'est la mort d'un jeune de banlieue à la suite d'une altercation avec la police, par exemple. Mais alors, il y a quelque chose de fascinant dans la présente séquence. Pendant longtemps, la figure du juif, entre guillemets, culturellement, c'était le minoritaire des minoritaires. Et aujourd'hui, c'est devenu presque le majoritaire des majoritaires. Oui. C'est le point culminant de l'homme blanc dominant. Et l'Israélien, c'est le point culminant de l'homme blanc dominant qu'il faut faire tomber. Mais comment expliquer ce basculement symbolique qui est à peu près total? Là, vous avez raison, c'est la question sans doute la plus difficile. Comment le juif, qui est la figure du réprouvé, est devenu aujourd'hui la figure du dominant? Je pense que la mutation, c'est précisément le sionisme, c'est-à-dire la constitution en État-nation. Bon. Mais il y a un deuxième facteur derrière. C'est que la Shoah... Et l'omniprésence de la Shoah dans l'espace médiatique aujourd'hui a introduit un élément de culpabilisation profonde dont cette diabolisation d'Israël permet de se débarrasser. Si nous pouvions enfin prouver que les Israéliens se conduisent comme des nazis, eh bien, en matière de culpabilité, nous serions débarrassés de ce poids terrible qui nous handicape depuis des décennies et des décennies. Je crois qu'il y a une volonté profonde de nazifier Israël, de culpabiliser les Israéliens, précisément pour se débarrasser de ce poids terrible de l'histoire. Vous avez dit, Georges Bensoussan, que le niveau de culture, en tout cas d'éducation, n'est pas forcément, n'empêche pas, malheureusement, justement, ce déferlement de haine et d'antisémitisme. Mais ça veut dire que ce serait très inquiétant. C'est-à-dire que l'école n'est pas un barrage. Je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé 25 ans sur l'histoire de la Shoah, même si ça n'est pas mes sujets d'histoire d'origine. Et j'ai été frappé par le fait, pour avoir beaucoup travaillé sur les commandants des Einsatzgruppen responsables de la Shoah par balle, c'est que les 3/4 des officiers responsables de la Shoah par balle, c'est-à-dire 2 millions de victimes, étaient docteurs de l'université. Des officiers, je parle des responsables, je ne parle pas des exécutants du premier niveau. Donc l'idée que l'éducation est un barrage à la barbarie, c'est hélas une idée héritée des Lumières. Les Lumières aussi ont leur part d'ombre. C'est une idée héritée de Condorcet, mais c'est une idée malheureusement qui se heurte à une réalité qui est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus barbare. Non, l'éducation ne protège pas. Alors justement, si l'éducation ne permet pas d'éradiquer cette haine, si le politique pour l'instant est impuissant,
Est-ce qu'on en est à ce moment où il faut accepter cette idée que l'antisémitisme est durablement installé et il n'y a pas vraiment de solution? On peut à la rigueur contenir ses effets, mais on ne peut pas l'éradiquer? Je pense qu'on ne peut pas l'éradiquer. Je pense qu'il faut la contenir avec toutes les armes de la loi et avec toutes les armes aussi de la force, indéniablement. Mais l'idée qu'on puisse se débarrasser de l'antisémitisme est une idée naïve, nourrie par l'héritage de la Shoah, à savoir que après ce qui s'est passé avec Auschwitz, le monde sera débarrassé de l'antisémitisme. La meilleure preuve n'est que non. Donc, et on ne peut pas compter là-dessus sur l'éducation. Il faut effectivement reconnaître qu'on est en présence d'une haine archaïque, d'une haine de type paranoïaque, qui répond à des besoins profond sur le plan du psychisme humain, précisément contre le signe juif, parce que le signe juif, c'est le signe de l'origine dans la civilisation chrétienne comme dans la civilisation musulmane, et que ce signe de l'origine, précisément, concentre sur lui toute la haine des origines. Ça, c'est fondamental. Quand on comprend qu'il y a un fondement anthropologique à cette haine des Juifs, on est un peu plus modeste sur l'idée qu'on puisse éradiquer cette haine. Donc, ce qu'il faut, précisément, et là-dessus, les pères fondateurs du sionisme russe, à la fin du 19e siècle, avaient bien compris, c'est l'une des branches des origines du sionisme. Il n'y aura pas de sécurité si les Juifs ne se rassemblent pas sur la terre des origines en un État-nation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons marquer une pause et continuer à évoquer tout cela, Georges Bensoussan, et aussi analyser deux discours très importants cette semaine, à la fois celui du Turc Erdogan et puis de Nasrallah. Et nous évoquerons aussi ces propos d'Emmanuel Macron sur le débat hystérisé, équivalence des vies israéliennes et palestiniennes. Une courte pause et on se retrouve. En direct, bien sûr, sur Europe 1, CNews, en partenariat avec Les Échos. Avec vous, Georges Bensoussan, nous allons à présent prendre le temps d'analyser deux discours d'importance, celui de Nasrallah du Hezbollah et d'abord celui du président turc Erdogan, qui a affirmé que l'Occident est le principal coupable des massacres du 7 octobre et que c'est le croissant contre la croix. Discours glaçant. Comment vous analysez cette diatribe qui n'a rien d'étonnant ? Mais c'est une diatribe qui se situe dans le droit fil de l'histoire ottomane. Erdogan n'est pas le successeur de Mustafa Kemal, pas du tout. Au contraire, il est en rupture avec Mustafa Kemal. Il est au contraire dans la lignée d'un certain panturquisme des jeunes Turcs, mais aussi de l'Empire ottoman d'avant la révolution de 1908. Et il est proche des frères musulmans, et sur ce plan-là, il considère que le croissant, c'est-à-dire le monde musulman, est en guerre contre le monde chrétien, comme au XVIIe ou XVIIIe siècle. Il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman n'a pas cessé d'aller de défaite en défaite du XVIIe siècle au traité de Sèvres, au début 1920. Mais en ce qui concerne l'affaire palestinienne, il ne faut pas non plus penser qu'il est hors d'un agenda spécifiquement turc. En réalité, il instrumentalise la question palestinienne. Et je voudrais vous donner un exemple, c'est qu'au tout début de l'affaire, après le 7 octobre, il a demandé à des responsables du Hamas qui étaient présents en Turquie de partir. Et avant le 7 octobre, il avait reçu Benyamin Netanyahou. Donc vous voyez, pour lui, c'est à géométrie variable. Mais sur le fond, intellectuellement parlant, profondément, c'est un frère musulman. Et c'est un homme qui est pénétré de la haine de l'Occident. Haine de l'Occident, transformée en guerre de civilisation. De civilisation. Oui. Certains l'affirment, ici même Georges Bensoussan, Éric Zemmour, Michel Onfray, Robert Ménard il y a encore quelques jours. Est-ce qu'en miroir inversé, justement, cette guerre des civilisations est réelle et Samuel L. Clinton avait raison? Je ne sais pas s'il avait raison. Une chose est sûre, c'est que la guerre de civilisation, elle nous est imposée. Et je veux dire par là que nous pouvons toujours dire nous sommes contre la guerre de civilisation. Comme le disait Julien Freud, si l'ennemi a décidé que j'étais son ennemi, alors il a raison, je dois en tenir compte. L'ennemi a décidé que nous étions son ennemi. Donc nous devons accepter la guerre. Alors, oui, nous sommes en guerre de civilisation, nous ne l'avons pas voulu, mais nous devons nous défendre. Alors Erdogan utilise la formule justement guerre de civilisation, il fait référence, il parle des croisés. Donc est-ce qu'on peut dire que dans le monde musulman, ou à tout le moins en Turquie, est-ce qu'on dit que la mémoire des croisades demeure la mémoire qui structure le rapport à l'Occident? En tous les cas, la mémoire des croisades est présente dans le monde arabo-musulman en général. Bien davantage qu'en Europe ou en Occident. Bien sûr, le problème de l'Occident, comme toute civilisation, c'est d'avoir une mémoire profondément amnésique. Vous savez ce que disait Pierre Chaunu, le grand historien, la mémoire, ça sert surtout à oublier. C'est très important. Et donc, nous avons tendance à oublier le choc mental qu'a été les croisades durant 2 siècles sur le monde arabo-musulman. Un traumatisme. Le monde arabo-musulman ne l'a pas oublié. Donc, il réagit évidemment, normalement, en fonction aussi de ce souvenir très difficile. Enfin, on a l'impression qu'on est revenu au temps de Saint-Louis, de Saladin. Nous en sommes là aujourd'hui? Mais la mémoire longue, ça existe, elle structure les peuples et c'est précisément cela, comme nous sommes dans des sociétés
où nous pensons que les individus sont sans racines, des individus consommateurs et producteurs. Nous oublions que les individus sont structurés par des identités profondes. Et ces identités subsistent à tous les bouleversements socio-économiques. Je veux dire par là que vous pouvez faire en sorte d'augmenter le niveau de vie d'une population, la rendre infiniment plus saine, meilleure, plus éduquée, etc., vous ne toucherez pas au noyau profond de son identité. Je vais illustrer mon propos par un exemple simple. Un certain nombre d'esprits israéliens naïfs pensent qu'en augmentant le niveau de vie des Palestiniens, ils finiront par renoncer à leur identité palestinienne. Ils se trompent. Vous pouvez faire des Palestiniens la nation la plus riche du monde. Leur identité palestinienne, elle existe, elle est forte, elle est structurée, il faut en tenir compte. Mais c'est vrai de tous les peuples. Est-ce que dans ce cas-là, notre nihilisme, individualisme nous empêche justement nous-mêmes de regarder vers ses racines? Profondément, nous sommes moralement désarmés. Vous savez, Renan écrit La réforme intellectuelle et morale après la grande défaite de 1870 en France, parce qu'il a compris que le pays était désarmé moralement pour affronter le monde nouveau. Nous sommes intellectuellement désarmés, on nous a déclaré une guerre civilisationnelle, nous devons y répondre, et ça n'est pas tomber dans l'essentialisme des peuples, ça n'est pas tomber dans le racisme non plus que de dire, voilà, c'est une situation présente. Alors, quand on dit « on nous a déclaré », c'est une question qu'on a eu l'occasion de poser à d'autres ces derniers jours. Qui nous l'a déclaré? C'est-à-dire l'islam, l'islamisme, la Turquie, le Hamas, le Hezbollah. Comment nommer cet ennemi qui nous désigne? Très difficile de le nommer. En tous les cas, certainement pas la Turquie, ni l'islam. Disons plutôt la branche la plus intégriste et littérale de l'islam, celle qui en fait une lecture la plus guerrière, c'est-à-dire l'islamisme, précisément ce qu'on appelle l'islamisme. Oui, sur ce plan-là, oui. Et cet islamisme, c'est une vague de fond. Pourquoi? Parce que plus la mondialisation progresse, et plus la modernisation et l'occidentalisation progressent, et plus les réactions des sociétés traditionnelles à cette modernisation sont de se cabrer dans la tradition, et donc de revenir vers une lecture rigoriste de l'islam. L'islamisme, c'est d'une certaine façon la réponse angoissée à une modernité occidentale qui pénètre progressivement dans toutes les sociétés mondiales. C'était en un sens ce qui était frappant dans le discours de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, c'est-à-dire qu'il s'en est pris davantage finalement aux États-Unis et à l'Occident qu'à l'ennemi sioniste, comme il l'appelle. Absolument, oui, tout à fait, oui. Il voit bien, et il a raison, il voit bien dans l'Occident régional et dans les valeurs occidentales ce qui peut miner la société traditionnelle islamiste telle qu'il la conçoit, lui. Alors, tout le monde ça ne signifie pas, que c'est la société musulmane en règle générale. Je rappelle qu'il y a eu dans l'islam des tentatives de libéralisation comme la Narda au début du XXe siècle, et qui étaient extrêmement porteuses d'espoir. Alors, tout le monde attendait ce discours, celui de Nasrallah. Oui. Et pour ce qu'on en a compris, en fait, il y a plusieurs interprétations, mais ce qu'on en comprend, c'est qu'il tient un discours très guerrier, mais qu'il ne souhaite pas lui-même s'engager dans la prochaine étape du conflit. Il cherche à relativiser le rôle de l'Iran. Qu'avez-vous compris pour l'essentiel de ce discours? C'est une tactique élémentaire assez simple, c'est-à-dire qu'il sait que s'il entre en guerre, forcément l'Iran viendra le soutenir, qu'il aura beaucoup à perdre parce que la flotte américaine est en Méditerranée, qu'elle interviendra. Et si le Hezbollah tombe, le régime iranien risque de tomber aussi. Et le Hezbollah tient d'abord et avant tout à sa position au Liban face aux autres forces politiques, plutôt qu'à la confrontation avec Israël. C'est tout. C'est un simple calcul d'équilibre des forces. Georges Bensoussan, la riposte s'intensifie, opérations terrestres et bombardements. Il y a eu de nombreuses cibles ces derniers temps, dont le camp de Jabalia qui a été bombardé 2 fois dans la bande de Gaza. Il y a eu l'Institut français de Gaza. Certains, notamment à l'extrême gauche, parlent de génocide. Oui, alors l'historien que vous êtes là, nous avons vraiment besoin d'analyse. Le terme de génocide utilisé dans ce contexte est une absurdité absolue, bien sûr. Alors, est-ce qu'il faut vraiment passer du temps à démontrer en quoi ça n'est pas un génocide? Un génocide, c'est quoi? C'est la volonté planifiée d'exterminer un groupe humain jusqu'au dernier de ses représentants pour l'éliminer de la surface de la Terre. Est-ce qu'on est en présence ici avec les bombardements israéliens de cette situation? Les bombardements israéliens visent d'abord et avant tout le Hamas. Le Hamas se cache dans la population civile. Il empêche les civils d'aller vers le sud. Donc pour une grande partie d'entre eux. Attendez, c'est un bouclier humain. Le Hamas se cache, tout le monde le sait, sur les écoles, les mosquées, les hôpitaux, en particulier l'hôpital Al-Shifa. Là est le quartier général du Hamas au-dessous, et il se cache dans les ambulances. Et c'est pour ça que les Israéliens ciblent les ambulances. Et le Hamas a tendu un piège à Israël, et Israël est obligé de tomber dans ce piège. Pourquoi? Parce qu'Israël est obligé de répliquer après ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc si Israël réplique après le 7 octobre, il est piégé par l'opinion internationale parce qu'il va tuer des civils. Si Israël ne réplique pas, il est mort politiquement. C'est-à-dire que l'affût de la dissuasion... Il n'y a pas de choix, là. C'est un piège. Mais parce que les Israéliens n'ont aucun autre choix que de se défendre. 1400 morts en une journée. C'est 12 000 morts en France. Qu'aurait fait la France
Posez-vous la question. Vous pensez que la France est restée les bras croisés à se poser la question? On ne doit pas bombarder cette école parce qu'il y a des civils, même si l'on sait que l'état-major de nos ennemis se trouve au-dessous. Bien sûr que non. Le droit légitime d'Israël à se défendre, vous le rappelez, mais par exemple, la pause, la trêve humanitaire est totalement refusée par Benjamin Netanyahou, ce qui pose quand même question. Là, ça mérite débat ou question. Oui, vous avez raison. Pourquoi ne pas... Parce que Benjamin Netanyahou dit tout simplement, la pause humanitaire, oui, mais rendez les otages. C'est le b.a.-ba. Les otages, c'est un crime de guerre. Il y a 242 otages, dont des enfants. C'est un crime de guerre qui est impardonnable. Rendez les otages, il y aura une pause humanitaire. Et à l'inverse, on lui dit, vous entraînez aussi des morts et des enfants palestiniens, crime de guerre. Dit l'ONU. Hein. Alors oui, d'accord, dit que c'est l'ONU, mais vous savez, l'ONU, est-ce que l'ONU est désormais crédible? Chaque année, l'ONU produit à peu près 80-90 condamnations contre Israël, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, etc. Rien. Qui, aujourd'hui, croit encore dans la crédibilité de l'ONU. Encore une fois, les Israéliens n'ont pas le choix. S'ils veulent détruire militairement le Hamas, ils sont obligés de tuer des civils, parce que malheureusement, le Hamas se sert d'eux comme d'un bouclier humain. Tout ça... Mais c'est frappant, Georges Johansson. Nous avons démarré cet entretien par un antisémitisme décomplexé, une haine. Et là, nous arrivons à Israël qui n'a pas le choix et qui va donc nourrir... la haine. Voilà, la haine. Absolument. C'est-à-dire que nous sommes dans un cycle infernal avec un débat, permettez-moi la question, hystérisé sur une équivalence vie israélienne, vie palestinienne. Emmanuel Macron dit, c'est dingue, hein, ce sont ces mots pour qualifier ce débat. L'essayiste Caroline Forrestre dit évidemment qu'il y a équivalence. Et puis elle ajoute, mais il y a une différence sur la nature, qui a conduit à ces morts. Est-ce qu'il faut arriver à ce niveau de nuance? Est-ce que vous le comprenez? Je pense que Caroline Forest a raison. Quand les Israéliens tirent, visent le Hamas et tuent malheureusement des enfants, ils tuent les enfants en dépit de leur volonté. Le Hamas tue des enfants volontairement. Je rappelle quand même qu'au kibbutz Be'eri, une petite fille a eu le bras tranché, qu'elle a agonisé pendant plusieurs heures. C'est ça la résistance. Qui peut me dire que c'est ça la résistance? Vous voyez ce que je veux dire? Et en un mot, quand un pays est obligé d'exercer une légitime défense, vous savez, ce qui se dit aujourd'hui en Israël, c'est que ce conflit est un conflit d'existence, un conflit existentiel. C'est qu'effectivement, il y a, hélas, des pertes civiles. Mais encore une fois, le Hamas sait qu'il condamne Israël à un piège, et Israël est obligé d'aller dans ce piège-là. Mais quand, en 1944, les Alliés bombardent les villes allemandes, il y a 2 millions de civils allemands qui ont été tués. C'était la seule façon d'en finir avec le Reich. Est-ce que pour autant, parce qu'il y a eu des millions de civils allemands tués, le Reich était légitime politiquement? Quand le militarisme japonais est vaincu après Hiroshima, est-ce que le Japon, victime, son statut de victime le rend plus légitime parce que précisément il a subi des bombardements atroces de la part des Américains? Quand les alliés occidentaux finissent par venir à bout de Daesh à Mossoul, ça dure 9 mois, il y a 30 000 morts. Personne à ce moment-là n'a posé la question des morts civiles. Or, il y a eu des morts civiles parmi ces 30 000 victimes de Mossoul. On pourrait comme ça multiplier les exemples. Et j'insiste, puisque vous m'avez posé la question sur le génocide. Il est évident que dans la concurrence victimaire, la concurrence mémorielle dans laquelle nous sommes, aujourd'hui, on ne peut attirer l'attention que si on applique le mot génocide à n'importe quelle exaction de guerre. Nous ne sommes pas dans la présence d'un génocide, mais c'est ça le paradoxe. Et c'est ce qui me fait penser, je vous dis, à quelque chose, on va conclure, sur, je pensais à Ionesco ou à Camus, quelque chose de fou au sens premier du terme et de désespérant intellectuellement. C'est que la situation est inversée parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, dans cette volonté de tuer absolument, dans un abîme de cruauté, c'est un massacre d'essence génocidaire qui s'est passé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'imputation de génocide est retournée aujourd'hui. Georges Bensoussan, je vous remercie. Merci d'avoir été notre